C'est à toi. Euh, Parfait. Eh ben, merci beaucoup. Merci de m'accueillir ici. Je m'appelle Léo Jourdan. Je suis étudiant en master à l'Université de Toronto. Et donc, je vais vous présenter un peu un travail que j'ai fait dans le cadre de ma thèse. Euh, je vais commencer par un peu vous justifier ce travail, puis ensuite, on ira dans les détails. Euh, donc, Comme préambule, je pensais vous parler un peu des feux de forêt au Canada. Donc, les feux de forêt sont un phénomène naturel dans la forêt boréale canadienne. Et avec le changement climatique, on s'attend à une augmentation de l'intensité des feux et de leur superficie. En photo à gauche, c'est une photo satellite prise le 3 juin 2023, où on voit beaucoup de feux dans la province du Québec. Et 2023 a été une année particulièrement intense pour les feux de forêt. Et à droite, je vous montre deux exemples de comportement de feu. Donc, il y a en haut un feu de surface et en bas un feu de cime. Et notre capacité à prédire le comportement des feux est essentielle pour multiples raisons. Par exemple, la sécurité des pompiers, la sécurité des communautés, de l'infrastructure, mais aussi pour les études scientifiques, par exemple sur l'impact positif ou négatif qu'ont les feux sur la biodiversité, les émissions de gaz à effet de serre, etc. On sait que le comportement d'un feu est une fonction de trois choses, de la topographie, des conditions météorologiques et de l'état du combustible. Et dans ma présentation aujourd'hui, je vais me concentrer sur ce troisième aspect, l'aspect du combustible. Donc, le combustible varie naturellement à travers le temps et l'espace, mais a tendance à varier particulièrement à la suite de perturbations. Et une des perturbations qui revient assez souvent au Canada, c'est les épidémies d'insectes. Et donc, dans notre équipe à l'Université de Toronto, on s'intéresse particulièrement à l'impact qu'ont ces insectes sur le combustible. Donc, pour vous justifier ça, à gauche, je vous montre une carte du Canada où on voit les espaces couverts par les feux de forêt des 100 dernières années. Et à droite, les endroits couverts par les épidémies de différents types de lépidoptères. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ces deux espaces se recouvrent et se rejoignent. Et comme les insectes vont tuer ou endommager des grandes superficies de forêt, en fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces épidémies vont contribuer à un changement du combustible suffisamment conséquent pour ensuite venir changer le comportement des feux? Dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse particulièrement à la tordeuse du pin gris, donc Jack Pine Budworm en anglais, et son impact sur les forêts du nord de l'Ontario. Donc, pour venir évaluer cet impact, on a procédé à un échantillonnage de plusieurs placettes dans le nord de l'Ontario et on a suivi le protocole de la nouvelle génération de la méthode canadienne d'évaluation des dangers d'incendie de forêt. Et ce protocole a une composante classique de données collectées manuellement, donc c'est-à-dire qu'on va venir compter le nombre de branches, mesurer leur diamètre, etc. Mais aussi une composante de scan LIDAR et une composante de scan LIDAR qui est particulièrement intense puisqu'elle fait faire 9 scans par placette. Ce qui fait que avec tout ça combiné, on est capable d'échantillonner 4 placettes par jour. Euh, on a une assez bonne idée de comment on va analyser et interpréter nos données collectées manuellement, mais pour les données LIDAR terrestres, en fait, puisqu'elles sont extrêmement détaillées et complexes, c'est pas évident a priori de savoir comment en tirer une compréhension des caractéristiques du combustible. Et donc, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on va utiliser des métriques qui vont passer des données très complexes à de l'information qu'on peut interpréter. Et donc, ces métriques, ce sont des algorithmes qui vont synthétiser toute cette information et qui vont donner une valeur. Et cette valeur aura un sens et en tant qu'humain, on va pouvoir l'interpréter. Donc, la question qui se pose, c'est quelle métrique est-ce qu'on devrait utiliser? Et le problème, c'est que en fait, il n'y a pas de standard de métrique et il y en a beaucoup qui ont été définis dans la littérature scientifique. Et ici, juste pour un exemple un peu caricatural, j'ai trois figures de trois papiers différents où les auteurs utilisent en tout 52 métriques. Les auteurs utilisent des approches très différentes sur quel type de métrique ils utilisent et surtout, ils n'ont aucune métrique en commun.
Il y a aussi une difficulté supplémentaire du fait que la plupart des métriques ont été définies pour un type de capteur, un type de protocole et aussi un type de peuplement en particulier. Par exemple, on va souvent voir des métriques pour des peuplements d'eucalyptus en Australie, mais donc c'est pas évident pour nous qui sommes sur des forêts de pin gris dans le nord de l'Ontario de savoir si on peut utiliser ces métriques ou pas dans notre contexte. Donc, ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir tester nos métriques et voir si elles sont effectivement capables de capturer de l'information intéressante sur le combustible. Et on ne veut pas le tester sur des scans de vrais peuplements, puisque ça prendrait énormément de temps et de ressources, parce qu'il faudrait évidemment aller scanner, enfin surtout trouver puis scanner des peuplements avec des caractéristiques du combustible extrêmement variées. Et donc, on a plutôt décidé d'utiliser une approche de nuage de points synthétique qui devrait nous aider à tester ces métriques un peu de manière virtuelle. Alors, il n'y a pas tant de méthodes que ça pour créer des nuages de points lidar synthétiques et encore moins pour le lidar terrestre. Mais il y a en gros deux approches. Une première approche que j'illustre avec cette figure du papier qui introduit le protocole Helios++, où là, on viendrait simuler un scanner. Donc là, c'est vraiment, on simule les rayons laser du scanner. Ouais, c'est une approche qui est ultra intéressante, mais qui est un peu trop complexe pour ce que nous, on veut en faire. Donc nous, on a plutôt opté pour la deuxième approche, que j'illustre avec cette figure de Comesania Sebral et ses collègues, où on va créer une bibliothèque d'objets qu'on aura pris dans des vrais scans lidar terrestres et qu'on va ensuite venir placer dans l'espace de manière à recréer plein de peuplements, de faux peuplements de lidar terrestre. Donc, on veut créer des faux peuplements de pin gris. Et ce qu'on veut vraiment, c'est que nos faux peuplements aient des caractéristiques du combustible qu'on puisse connaître au préalable pour qu'ensuite on puisse venir tester les métriques et voir si les métriques en combinaison sont capables de résumer ces caractéristiques de nos peuplements. Pour faire ça de la manière la plus simple possible, on a décidé de faire varier 4 paramètres dans nos faux peuplements. Donc nos 4 paramètres, c'est la densité des arbres, la densité du sous-bois, la mortalité des arbres et la hauteur moyenne. Et l'idée, c'est qu'en en variant ces 4 paramètres, qui sont assez simples individuellement, en fait, on est capable de capturer beaucoup de scénarios différents de structure du combustible qui peuvent couvrir beaucoup de possibilités. Donc, chaque paramètre va avoir une série de valeurs possibles associées. Et donc, on va choisir ces valeurs en fonction des observations de terrain qu'on a fait ou alors en fonction du sujet de notre étude. Donc, une fois qu'on a nos 4 paramètres et qu'on a une valeur pour chacun des paramètres, on va créer un scénario du combustible, ce qui est ce qu'on voit à droite, ce qui est en fait juste comme une série d'instructions qui donnent l'emplacement d'objets dans l'espace. Et donc, ces objets auront une position aléatoire dans le peuplement, mais on décidera quels objets vont se trouver dans ce peuplement en fonction de la valeur des paramètres. Donc, pour passer de nos scénarios du combustible, qui est ce qu'on trouve à gauche, à un nuage de points comme on peut l'utiliser pour tester nos métriques, on va avoir besoin d'une bibliothèque d'objets. Et donc, pour ça, on a segmenté nos vrais points lidar terrestres pour en prendre ce qu'on appelle des objets, donc des arbres, des buissons, des arbres morts, etc. Et pour chaque objet qu'on segmente, on lui associe une catégorie. Donc, dans notre cas, on a 11 catégories d'objets qu'on vient placer, une catégorie pour le sous-bois, puis 5 catégories d'arbres morts qui varient selon leur taille, et 5 catégories d'arbres qui varient selon leur taille. Et avec ça, on construit notre bibliothèque d'objets. Je veux juste faire une aparté rapide pour vous montrer l'utilité de ces 4 paramètres que nous avons choisis.
Donc malgré leur simplicité, en fait, ils peuvent vraiment représenter des scénarios du combustible très différents. Et alors moi, j'aime bien imaginer ces paramètres un peu comme des curseurs, un peu comme dans un jeu vidéo où on viendrait choisir la valeur de chaque paramètre selon le scénario qu'on souhaite tester. Donc là, je vous montre deux combinaisons de paramètres différentes. À gauche, une très grande densité des arbres et une très grande densité du sous-bois, une très faible mortalité des arbres et une hauteur moyenne des arbres qui est petite. Et donc, on peut imaginer qu'un peuplement qui aurait ces caractéristiques-là pourrait, par exemple, avoir une grande continuité à la fois au niveau de la canopée, une grande continuité au niveau de la surface, mais également une continuité entre la surface et la canopée. Et donc, par exemple, dans ce que ça voudrait dire pour le comportement d'un feu, c'est que un feu de surface pourrait assez facilement faire une transition vers la canopée et devenir un feu de cime. Et il pourrait aussi rester, dû à la continuité au niveau de la canopée, ce feu de cime pourrait rester dans la canopée. À droite, donc on a toujours cette densité élevée des arbres et du sous-bois, mais on a une mortalité des arbres qui est un peu plus élevée. Là, on s'attendrait peut-être à ce que on puisse toujours faire la transition entre la surface et la canopée. Donc un feu de surface pourrait aller dans la canopée, mais à la mortalité des arbres un peu plus élevée, c'est possible que un feu de cime aurait plus de mal à rester dans la canopée. Et donc, en fait, ça resterait sans doute plutôt un feu de surface qui viendrait embraser des arbres ou des groupes d'arbres individuels sans pour autant rester dans cette canopée. Donc, revenons à nos scénarios du combustible. Là, je vous montre 5 scénarios très différents. Et donc, sur la diapositive d'après, je vais vous montrer les nuages de points qui correspondent. Et donc là, par exemple, on pourrait regarder le scénario C. En haut à gauche, on voit un espèce de groupement de très grands arbres. Et donc, on va venir les retrouver dans nos nuages de points. Donc, voilà, donc ça, c'est les nuages de points qui résultent de ces scénarios. Donc, où on est venu placer les objets selon ce scénario-là. Et là, le nuage de points est vu d'en haut et les points sont coloriés par rapport à leur hauteur. Donc plus c'est rouge, plus le point est haut. Et donc là, à nouveau, dans le scénario C, on voit ces grands arbres en haut à gauche. Voilà. Donc maintenant qu'on a cette méthode pour générer nos nuages de points, en fait, on va pouvoir les utiliser comme on utilise des nuages de points habituels. Donc, pour la première application de ce principe de test de métrique, on a décidé de tester 9 métriques qu'on trouvait particulièrement intéressantes. Et je vous les ai disposés sur un axe tangible à abstrait. Donc là, tout à gauche, on a 4 métriques dont l'objectif est vraiment de recréer des mesures de terrain classiques. Donc là, c'est Canopy Height, qui est donc la hauteur de la canopée, Canopy Base Height, la hauteur de la base de la canopée, Fuel Strata Gap, qui est la hauteur entre le sous-bois et la canopée, et enfin Understory Height, qui est la hauteur du sous-bois. Et ensuite, plus on se déplace à droite, plus les métriques sont abstraites, mais prennent vraiment avantage de la complexité des données lidar terrestres. Donc, par exemple, on a Canopy Ratio. Donc, Canopy Ratio, ça représente la proportion du volume à l'intérieur du peuplement qui se trouve dans la canopée. En tout cas, c'est l'idée. Ensuite, 3 métriques qui sont dérivées du principe d'Effective Number of Layers, ou ENL. Et ce principe-là donne une idée de la stratification du volume en hauteur. Et finalement, une métrique, la lacunarité tridimensionnelle, et celle-là, elle est particulièrement abstraite. Donc, cette métrique donne une idée de l'hétérogénéité de la disposition du volume dans l'espace. Donc, c'est très abstrait. Certaines personnes la décrivent comme la proportion de trous dans l'espace, si ça vous aide à comprendre. Donc, on va venir tester ces 9 métriques-là dans ce travail. Donc, je vous résume un peu le processus de calcul, puis ensuite, on ira au résultat. Donc, on commence avec nos 4 paramètres. Et donc, pour cette étude, on a décidé d'avoir 5
options pour chacun des paramètres, ce qui fait qu'on a 5 à la puissance 4 combinaisons de paramètres. Et donc, on va venir tous les tester. Et puisqu'il y a des processus aléatoires pour passer de la combinaison de paramètres à des scénarios de combustible, on va venir répéter chaque combinaison de paramètres 15 fois pour essayer un peu de couvrir l'ensemble des possibilités pour chaque combinaison. Donc tout ça, ça nous donne 9375 scénarios du combustible, 5 à la puissance 4 fois 15. Et ensuite, on va pouvoir utiliser ces 9375 scénarios pour construire 9375 nuages de points à l'aide de notre bibliothèque d'objets. Et je m'arrête ici juste un instant pour vous rappeler qu'avec notre protocole, dans la vraie vie, on est capable de faire 4 nuages de points par jour. Donc vous imaginez qu'en fait, cette quantité d'informations, c'est impossible à avoir dans la vraie vie. Et donc, une fois qu'on a nos 9375 nuages de points, on va pouvoir venir calculer nos métriques et procéder à une analyse statistique qui va nous permettre d'identifier lesquelles des métriques en combinaison sont les mieux adaptées pour distinguer nos différents scénarios du combustible. Pour cette analyse, j'ai utilisé un arbre de régression multivariée que je vais vous introduire rapidement avant de vous montrer ce que ça donne. Donc, l'arbre de régression multivariée, ou MRT, donc c'est un arbre qui va venir séparer nos scénarios en groupes en faisant des divisions successives qui se font selon la valeur d'une métrique à la fois. Et ces divisions sont choisies pour minimiser la dissimilitude des scénarios au sein de chaque groupe. Un des avantages du MRT, c'est que chaque groupe est ensuite représenté avec un diagramme à barres qui permet de voir l'interaction de nos paramètres de structure. Donc là, je vous montre un exemple fictif où on aurait seulement fait varier deux paramètres, la densité du sous-bois en jaune et la hauteur moyenne en bleu. Et dans ce cas de figure-là, avec les 9 métriques qu'on a identifiées, on pourrait s'attendre à ce que le processus du MRT aurait identifié deux métriques, canopy height, donc hauteur de la canopée, et understory height, hauteur du sous-bois, comme étant les mieux capables de séparer nos scénarios en groupes, et aurait identifié quatre groupes, quatre groupes seraient ressortis de ce processus. Et donc ensuite, grâce à ce diagramme à barres, on peut venir voir ce que représentent ces quatre groupes. Donc là, par exemple, pour le groupe 1, si notre canopy height est plus grand que 15 et notre understory height est plus grand que 2,5, ben on pourrait s'attendre à ce que ça représente des scénarios du combustible où la densité du sous-bois est plutôt élevée et la hauteur moyenne est aussi plutôt élevée, la hauteur moyenne des arbres. Si par contre, on garde un understory height au-dessus de 2,5, mais notre canopy height est en dessous de 15, comme c'est le cas dans le groupe 3, et ben là, on pourrait s'attendre à ce que notre groupe ait une densité du sous-bois élevée, mais une hauteur moyenne des arbres plutôt basse. Ok, donc ça, c'est le concept d'arbre de régression multivariée. Donc le MRT, voilà ce que j'ai obtenu. Donc il est un peu plus compliqué que le précédent, mais il y a 14 groupes qui ont été identifiés à l'aide de 6 de nos 9 métriques. Et donc je vais vous remontrer qu'on peut repasser de ce résultat au comportement des feux. Donc là, en regardant ces deux au centre. Donc, ces deux groupes au centre ont en commun la densité élevée des arbres, la densité moyenne du sous-bois et une faible mortalité des arbres, mais ils diffèrent dans la hauteur moyenne des arbres. Et donc, avec ça, on peut venir en déduire des choses sur le comportement d'un feu. Donc, avec la densité des arbres élevée et la faible mortalité des arbres, là, on s'attend à une continuité dans la canopée. Donc, un feu de cime qui arriverait dans ce peuplement, en fait, pourrait continuer à suivre dans ce peuplement. Et on pourrait aussi imaginer qu'un feu de surface qui ferait la transition vers la canopée dans ce peuplement serait capable de rester dans la canopée, donc devenir un feu de cime entièrement. La densité du sous-bois qui est moyenne, ça nous indique une continuité moyenne à la surface, donc un feu de surface serait sans doute capable de se propager sans problème. Enfin, à gauche, dû à la hauteur moyenne des arbres qui est plutôt petite et la densité du sous-bois qui est moyenne, on s'attend à avoir un peu de combustible étagé, donc c'est ces combustibles qui permettent la transition entre la surface et la canopée.
alors qu'à droite, on a par exemple la hauteur moyenne des arbres qui est plus grande. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait une discontinuité entre la surface et la canopée. Donc là, on ne verrait pas de combustible étagé. Donc, un feu de surface aurait sans doute du mal à faire la transition vers la canopée dans ces cas-là. Donc, pour résumer un peu nos premiers résultats, on a trouvé que des 9 métriques qu'on a choisies qui nous semblaient intéressantes, on en a 6 à gauche qui sont particulièrement capables en combinaison de distinguer parmi nos différents scénarios du combustible. Et enfin, euh, en utilisant notre arbre de régression multivarié, avec des vrais scans, on va pouvoir venir regarder la valeur de chacune des symétriques et ça nous permettra de venir descendre dans l'arbre de régression, trouver le groupe qui est associé et ça sera un outil supplémentaire pour un peu réfléchir à les caractéristiques du combustible dans ce peuplement-là. Et ensuite, on va pouvoir réutiliser ce protocole dans d'autres types de peuplements. Donc, notamment, on a aussi des scans lidar terrestres dans un contexte de tordeuse des bourgeons de l'épinette. Donc, on va sans doute venir refaire ça. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.